Merci beaucoup. Déjà, je voudrais remercier Pierre et puis Nancy Portude de nous inviter ce soir pour traiter de ce sujet qui est vraiment passionnant. Remercier également l'Est républicain de nous accueillir dans leurs locaux. Ouais. C'est toujours très agréable d'intervenir comme ça avec une belle assemblée. Voilà, c'est vraiment merci. Pour une fois dans un cadre local, c'est-à-dire que pour une fois on est dans notre région. On n'intervient pas ni à Lyon, ni à Paris, ni je ne sais où. Voilà. Donc c'est toujours plaisir. Ouais, merci pour ça. Donc, on va se présenter vraiment rapidement parce qu'on a un gros programme ce soir. Donc moi je suis Lorenzo Delannoy, je suis formateur en communication, spécialisé en psychologie. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui va toucher au niveau de l'entreprise, comprendre les stratégies, adapter sa stratégie, comprendre un petit peu les différents types d'intelligence et comment est-ce qu'on les met en place. Du coup c'est bien sûr pour ça qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et donc on travaille toujours en duo avec mon frère, je te laisse te présenter. C'est moi le frère. Moi c'est Nils Delannoy. J'ai à peu près le même parcours que mon frère, sauf qu'en plus de ça, je suis coach, donc coach en entreprise. J'ai aussi un cabinet de coaching pour monsieur et madame tout le monde, et je travaille également à l'hôpital, où j'accompagne des patients avant opération chirurgicale. Voilà. Et donc j'aime bien intervenir en entreprise pour fluidifier la communication, notamment au niveau de la hiérarchie et des équipes. Voilà. Et bonsoir, et du coup moi c'est Maxime Crémel, je suis économiste de formation et je fais une reconversion dans le référencement naturel il y a 2 ans. Il se trouve que ça a été mes premiers clients, donc je les accompagne en ce qui les concerne sur le référencement de leur site internet. Tout à fait. Et puis on a, depuis 2 ans maintenant, parce que ce sont des amis aussi, au détour de soirées et de café, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et ce soir ça se matérialise par notre première du coup matérialisation de notre connaissance pour partager un peu ça avec vous et puis avoir vos retours aussi. Voilà. Justement, je vais rebondir là-dessus. On va aborder beaucoup de choses. Pour une fois, sur cette conférence, on va prendre les questions au fur et à mesure. Ouais. Parce que si on attend la fin de la conférence, comme on fait habituellement... Vous allez oublier toutes les questions, parce qu'on est sur des détails qui sont techniques. Ouais. On va essayer de ne pas se perdre. Donc si vous avez des questions, vous levez la main. Et puis on prend la question tout de suite et on y répond. Exactement. Ouais. Ça va être vraiment beaucoup plus simple de prendre les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, même si vous avez des questions vis-à-vis soit de vos projets perso ou de vos projets pro, mais c'est très spécifique. On sera vraiment ravis de vous répondre. Et c'est rare d'avoir des petits groupes, donc on va pouvoir avoir de l'interaction. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. On va commencer par une première question, directe. Qui parmi vous a déjà utilisé l'intelligence artificielle, que ce soit en pro ou en perso? Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que ChatGPT, ça fait partie ça compte. Ok, donc la moitié. Et qui utilise une IA, on va dire, au moins une fois par semaine? 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Alors, okay. Ce qui est drôle, c'est qu'on va se rendre compte qu'en fait, on en utilise tous les jours sans le savoir. Ça, on va le voir un peu plus tard. Voilà, mais de façon consciente, en tout cas, ok, 3 personnes. Super. On a fait un programme assez vaste. Et l'objectif pour nous, ça ne va pas être de faire une conférence sur comment on utilise ChatGPT, surtout pas. Ça va plutôt être de vous donner des clés de compréhension de comment fonctionne une IA et à quel moment est-ce que c'est utile ou non de l'utiliser et de dézoomer un petit peu de ce focus qui a été fait sur ChatGPT pour mieux comprendre qu'en fait c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il y a vraiment beaucoup d'outils beaucoup plus puissants. Et donc il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu à tout ce qui n'est pas très médiatisé. Donc on va commencer directement à voir un petit peu, on va dire, les 7 champs d'application de l'IA. Si vous voulez, ChatGPT, c'est uniquement le petit rond de droite, Natural Language Processing, c'est-à-dire une IA qui génère du texte pour répondre à vos questions. Pour vous dire que c'est même pas 1/7 de l'IA et de ses potentiels. Donc, on a beaucoup mis l'accent là-dessus parce que c'est les premières IA qui ont été ouvertes au public. Et puis c'est très visuel, c'est très simple à comprendre pour tout le monde. C'est sûr qu'on a mis l'accent dessus. Donc ça a été beaucoup médiatisé, mais la puissance des IA ne se trouve pas forcément que dans cette partie-là. Donc ça va être vraiment important de s'intéresser un petit peu aux autres domaines de l'IA. On voit juste en dessous, il y a le text-to-speech. Donc là, ça va être comment est-ce que l'IA va prendre du texte et le transformer en voix. On peut penser au podcast, on peut penser aux premières boîtes qui commencent à faire du doublage par intelligence artificielle. Donc on n'aura peut-être plus besoin de doubleurs dans quelques années. Ça commence à arriver. On va avoir tout ce qui est de planification, optimisation. Ça, c'est vraiment ce qu'on connaît déjà avec l'informatique, c'est-à-dire j'ai une tâche, comment est-ce que je l'automatise? Là-dessus, l'IA va vraiment être capable d'automatiser
de très 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 nombreuses tâches qu'on fait devant un PC. Il faut se dire que là, on est au début où c'est un petit peu comme l'arrivée des machines dans les champs. On a beaucoup d'humains qui travaillent derrière un PC. Dans quelques années, on n'en aura très certainement plus besoin. Il va falloir réellement travailler à d'autres tâches. Ouais, à d'autres tâches, complètement. Il faut vraiment s'en rendre compte. Donc tout ça, c'est possible grâce au machine learning. C'est ce qu'il y a tout en haut à gauche. Le machine learning, c'est vraiment la capacité de l'IA à apprendre d'elle-même et à apprendre à partir des données qu'on lui donne. Donc ça va être très important de la nourrir avec les bonnes données, parce que sa pertinence et ses champs d'application vont dépendre des données qu'on lui donne. C'est ça qui va faire tout le processus de l'IA. On peut prendre juste en dessous, on voit qu'il y a la robotique. Concrètement, couplé du machine learning et de la robotique, et ben ça permet d'avoir les premiers chirurgiens qui font les opérations par IA. Aux US, il y a déjà des cliniques qui ont adopté ce type d'opération. Et c'est, entre guillemets, très sécurisant, parce que bah, voilà, le chirurgien, s'il a une mauvaise soirée ou il a une mauvaise journée, il bah, là, doit ça va enchaîner changer. 3 ponctions de 3 personnes différentes au cœur. Peut-être qu'à la troisième, il est un peu fatigué. Ce sont des opérations qui peuvent durer plusieurs heures. Ça reste un être humain. Voilà. Et donc du coup, la robotique, tout de suite, on a l'idée très dystopique, soit des robots qui vont travailler dans l'armée. On a vu la dernière grosse conférence de la recherche en armée américaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de robots par IA qui travaillent sur l'armement. On va pas se cacher. Mais étonnamment, là où il y a le plus de milliards qui sont injectés actuellement, c'est sur la médecine. Et ça va être sur les robots qui vont travailler sur la médecine. Donc on a les GAFAM qui sont en train d'investir des milliards et des milliards de dollars pour travailler vraiment sur comment est-ce que les IA vont être les médecins de demain. C'est ça leur objectif aux GAFAM. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait les petits tests qu'on a vus, c'était la grande mode il y a 2 ans sur Facebook, envoyer un échantillon de votre salive ou quoi, et puis on vous dit vos descendants, d'où vous venez, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? S'il y en a qui l'ont fait, est-ce que vous pouvez lever la main? Vous n'en avez pas entendu parler ou pas? Personne ne l'a fait. Alors, parce que c'est devenu illégal en fait. La grosse attrape, voilà. La grosse attrape, c'était que faire ces tests-là pour savoir quelles sont nos origines, etc., ça coûte à peu près 400 $ à faire en laboratoire. Et là, pour 80 €, on vous le vendait et on vous l'envoyait. Ça, généralement, c'est pas une bonne nouvelle. Non. En fait, c'était pour recueillir un maximum d'informations, pour entraîner les IA à détecter des pathologies, à travailler sur tout ce qui va concerner la médecine pour pouvoir détecter plutôt des pathologies. C'est à ça qu'ont servi ces données. Donc c'était pas très légal, le RGPD a mis un coup d'arrêt, bon voilà. C'est bien. La fidélité est intéressante. Ça aide la recherche. Alors ça aide totalement la recherche. Ça aide complètement la recherche. Et d'ailleurs, on peut se dire que les nouvelles montres de Apple qui peuvent détecter les infarctus avec quelques semaines d'avance, ils travaillent également complètement là-dedans. Voilà. C'est la récolte de data qui permet à la machine d'apprendre et être de plus en plus performante. C'est ça. Donc, ils ont acquis de la donnée de façon un peu à l'américaine. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que les données de la RGPD, c'est pas vraiment... c'est pas fait pour ça. Ouais, c'est pas vraiment ce qui intéresse les GAFAM. Donc, pour lier la robotique, le machine learning, on peut aussi voir au niveau de la vision. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites sur la reconnaissance d'images. Les voitures Tesla qui se conduisent toutes seules, c'est ça. C'est-à-dire qu'on les a nourries avec de très nombreuses vidéos pour qu'elles apprennent à conduire. Et par le machine learning, elles sont capables de reconnaître les images en temps réel, la vidéo en temps réel, et elles ont la capacité de prendre des décisions qui parfois sont meilleures que les nôtres, parfois sont moins bonnes. Les 2 exemples très connus, c'est la voiture Tesla qui freine avec 1 seconde et demie d'avance sur l'humain pour éviter un accident sur une des autoroutes américaines. Il y a la vidéo en ligne, elle est impressionnante, parce qu'on voit que la voiture va freiner, alors que pour nous, on dit que tout va bien. En fait, elle a calculé l'accident se produit. Elle a calculé avec des paramètres que nous, on n'a pas, que là, il y avait un risque d'accident plus élevé, donc elle freine. Donc là, on se dit, trop bien, l'IA, super, elle reconnaît les images, bravo, on fait ça. Et après, on a le penchant plutôt négatif, qui est, en plein milieu du Vietnam, on a lâché une Tesla. Elle ne peut pas avancer. Immobilité totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles sur la route que nous. Donc c'est un vrai bordel. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas comprendre que ce soit possible de rouler dans ces conditions-là.
Donc la voiture refuse d'avancer. C'est ça, trop de Ce qui est scooters, problématique aussi. Hein. trop de scooters, trop de vélos, c'est trop dangereux, je ne bouge plus. Donc je préfère m'arrêter. Donc voilà, pour coupler un petit peu ces différences, si on couple le robot machine learning vision, on arrive un petit peu sur ce genre d'application possible. Après, on va voir tout ce qui va être système d'experts, ça va être vraiment tout ce qui va toucher à la création d'IA spécialisée sur certaines problématiques. On va vraiment rentrer dans ce sujet-là ce soir, donc on va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là? Oui. Super. On parle d'IA, mais qui a accès à l'IA? Parce que apparemment, ce que tu viens de dire, c'est que les grands groupes qui investissent énormément. Totalement. Tout à fait. Les particuliers ou les entreprises, je veux dire... C'est ça. Alors, moi, tu parlais que l'IA était capable d'apprendre plein de choses. Je dis une bêtise, je voudrais un IA qui apprend à traiter mes mails. Comme je suis plein de mails, voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle, au fur et à mesure, va me remplacer ou apprendre comment je réponds à mes mails et puis... Alors, pour le coup, pour des réponses si simples, ça c'est déjà fait. C'est-à-dire que là-dessus, ça c'est fait depuis de nombreuses années. En fait, ce qu'il va falloir se dire, c'est que l'IA est médiatisée depuis peu, depuis ChatGPT, mais qu'en fait, les IA, typiquement de Google, de Facebook, les gros groupes, ça fait des années qu'ils bossent dessus. Ils ont des années d'avance sur tout le monde. Mais là, grâce à ChatGPT, eh ben, tout le monde commence à s'y intéresser et donc il y a plein de petits acteurs qui se mettent à créer des IA qui vont répondre à des problématiques très concrètes pour toutes les entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si jamais tu veux traiter tes mails rapidement, tu as un outil qui coûte 2,50 € par mois et il va traiter tes mails. Ouais, ça c'est sûr. Sur les problématiques simples comme ça, ça c'est fait depuis longtemps. C'est simple à utiliser, c'est pas cher. Mais c'est impersonnel, non? Alors, ça dépend comment on la code. Ça dépend vraiment comment est-ce qu'on la code. On peut même lui demander d'être personnel avec tel type de client et impersonnel avec tel autre. Après, c'est là que ça va être intéressant. Dis-vous que tout est modulable. C'est ça qui est merveilleux avec une IA, c'est qu'en fonction de comment tu vas, toi, la moduler, tu vas pouvoir le faire avoir tel ou tel type de comportement. On parle de comportement, comprenez bien que c'est pas humain. C'est un comportement joué. L'IA, c'est un grand comédien. Et surtout, ce qui va être le plus important, c'est de comprendre que théoriquement, là, il y a assez peu de limites aux IA. La seule limite, c'est la façon qu'on va interagir avec elle. Donc très souvent, si jamais l'IA n'a pas les comportements qu'on souhaite, c'est parce qu'on l'a mal entraînée. C'est souvent une erreur humaine. Ouais, l'erreur, elle est toujours humaine, l'IA, elle se court pas. L'IA, c'est une machine. Donc, elle est ni bonne ni mauvaise, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Maxime y reviendra dessus de façon plus technique juste après. Oui. Alors moi, ça va peut-être aller sur les systèmes experts, j'en sais rien. Je travaille avec des personnes en situation de handicap. Oui. Ça veut dire qu'ils ont des réactions qui sont parfois totalement différentes de toutes les réactions que nous on pourrait avoir par rapport à la peur, par rapport au bruit, par rapport à la communication. Même là, on se regarde dans les yeux et je suis attentif, vous êtes attentif. Tout ça, c'est pas une communication naturelle. Pourquoi? Pour certains autistes, des particularités. Vous avez justement une partie où on avait fait des formations en reconnaissance du handicap et le formateur nous expliquait que demain, nos spécialistes du handicap seraient des robots. Alors, j'ai envie de dire que théoriquement, c'est tout à fait possible dans le sens où si jamais... Alors là, du coup, on rejoint notre deuxième casquette, qui est notre casquette prioritaire, qui est la psychologie. En effet, si jamais on apprend aux IA les autres types de communication en fonction du profil psychologique identifié et ces canaux de communication qui lui sont personnels, et là, on est dans des exemples très précis, et bien du coup, il faudrait les entraîner sur cette donnée. Mais c'est exactement ça. On peut même d'ailleurs reprendre cet exemple-là précis, c'est-à-dire que la voiture Tesla, si jamais on l'entraîne à rouler sur des autoroutes américaines, on la lâche pas en plein milieu du Vietnam. Et si jamais on l'entraîne en plein milieu du Vietnam, on la lâche pas sur des autoroutes américaines. Et bien c'est la même chose. Une IA qui est entraînée à vendre et à communiquer de façon, on va dire, intuitive avec des prospects, on va clairement pas lui demander de communiquer avec des autistes dans un cadre qui va être un petit peu plus thérapeutique. Mais par contre, une IA qui sera entraînée pile poil là-dessus avec de la bonne recherche en psychologie, théoriquement, elle sera capable totalement de le faire. Mais il faut bien la coder et il faut bien l'entraîner. Il faut comprendre que l'IA c'est un outil, mais qu'on n'en utilise rarement qu'un seul. On va généralement utiliser toute la boîte. En fait, on va utiliser plein d'outils différents. Qui vont se recroiser. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui. En fait, là, c'est une question au niveau vocal. Parce que j'ai vu une vidéo comme quoi le fait de pouvoir, le fait de parler, au bout de quelques secondes, en fait, il va parler, mais avec une autre langue. Ouais, bien sûr. Donc, est-ce que ça, c'est pas dangereux?
Alors, on va parler quel anglais, sens? on va parler allemand, c'est-à-dire on peut très bien prendre votre voix, la modifier. Ah oui, totalement. Complet. Il commence même à y avoir des faux, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre Macron, une vidéo de lui, et lui faire dire absolument ce qu'on veut en discours. Et le poster Ça, sur ça YouTube. existe déjà. Ça existe déjà, c'est déjà totalement. Il faut se dire que sur la cybersécurité et sur tout ce qui va toucher à la vie privée et à la façon de falsifier des informations, il va y avoir une réelle problématique. C'est le défi de demain. Ouais, c'est le défi de demain. Ce qui est entre guillemets de bien, c'est que actuellement, on a une réponse technologique à ça qui n'est pas exploitée mais qui va le devenir, qui va vraiment être la blockchain, qui va être comment est-ce que je peux certifier par un token dans une blockchain que ceci vient vraiment de l'État. Et ça, c'est infalsifiable. Voilà, mais on a des réponses. Voilà, théoriquement, il y a des réponses qui pourront devenir infalsifiables, qui protégeront de ce genre de choses, mais pour l'instant, c'est pas encore appliqué. Pas de panique vis-à-vis de l'IA, c'est un outil. Ouais. C'est-à-dire que l'outil n'est jamais dangereux, c'est l'utilisateur qui est derrière qui peut potentiellement l'être. Une voiture, c'est inanimé. Vous mettez un fou dans une voiture, la voiture est dangereuse. Mais la voiture en soi n'est pas dangereuse. Okay. Entre-temps, ça va être lancé toutes ces protections. On l'a vu là, avec les chanteurs, là, la voix qui a été reprise, le clip il cartonne, on ne sait pas qui va recevoir les millions. Ah oui. Exactement. Parce que le chanteur, c'est pas lui qui a créé la musique, c'est l'IA qui a créé la voix, qui l'a posée sur un son. Il y a un grand pôle juridique qui va devoir se créer dans les prochaines années pour gérer tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, il y a une révolution en marche et on est en retard. Ouais, tous. Tous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous en retard. Mais il va falloir qu'on se mette vite à jour parce qu'en effet, des questions vis-à-vis de l'IA, de comment ça fonctionne et de comment on légifère, on est à la rue. Totalement. Et alors en plus, il va y avoir de plus en plus de faux qui vont être créés, qui vont être balancés de partout. Ça, c'est une certitude. Et ça va être de plus en plus simple parce que l'IA évolue très vite. Je vais juste faire une petite note du coup, pour conclure sans en parler de tout ça. Mais du coup, faites attention aux conditions générales de vente que vous acceptez quand vous avez des mises à jour au téléphone, etc. Ouais. Parce qu'il peut y avoir... la matière première, elle est là en fait. C'est nous, c'est les données, on va le voir un peu plus tard, mais la matière première, c'est vraiment c'est l'humain. Ce que nous on fait. Quoi. Et peut-être qu'un jour, il y aura des scénarios dystopiques dans lesquels on pourra par exemple faire de la fiction grâce à votre vie. Donc on vous écoute, on sait à qui vous parlez, etc. Si votre vie c'est un scénario Netflix, vous aurez peut-être votre vie sur Netflix. Alors ça, bien sûr, ça fait référence au petit... Black Mirror. À Black Mirror, voilà, c'est un épisode de Black Mirror. Mais il faut se dire qu'en effet, il va falloir commencer à s'intéresser un petit peu à la vie privée, aux données que vous laissez en ligne, et en règle générale à la cybersécurité, beaucoup aussi au niveau pro. Ça va générer également des nouveaux types d'attaques par IA. Il va falloir quand même que tout le monde se mette à niveau, ça c'est une certitude. Bon, la bonne nouvelle c'est que vous avez déjà tous fait le premier pas, puisque vous vous y intéressez. Exactement. C'est quand même déjà une première bonne nouvelle. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire Maxime, sur les données. Toutes les IA, peu importe de quelle IA on parle, ce qui va faire sa richesse ou sa puissance, c'est toujours la donnée qu'on lui donne et qui la nourrit. La fameuse data, vous en avez partout, les data, c'est ça, c'est la donnée disponible. Et ces données-là, on va voir que c'est elles qui vont avoir l'impact et la puissance des IA est directement corrélée à comment est-ce qu'on les entraîne et sur quelle data on les entraîne. C'est pour ça que la question était très bonne vis-à-vis de la communication des autistes, parce que là, il va falloir choisir une data très précise. Très spécifique. Et il faut se dire que pour toutes les applications très concrètes des IA, le choix de la data pour l'entraînement va être primordial. On est OK là-dessus ? C'est-à-dire qu'ils vont supprimer les détecteurs de mensonges un jour là. Déjà, les détecteurs de mensonges, on est déjà pas bien loin d'avoir... alors, d'un point de vue technologique, avec l'afflux du sang sur le visage, on est déjà corrélé à 90-95%. Ouais, le FBI, etc., ils ont déjà au niveau robotique, ils savent déjà à peu près quand on ment et quand on ment pas. Donc on va dire un petit peu, comprendre la data, quelles sont les deux grandes familles de données qui sont disponibles pour les IA et quelle est la différence entre ces deux grandes familles de données. En fait, les IA actuellement qui sont les plus commentées, qui sont les plus mises en avant, c'est les IA qui ont été entraînées sur l'entièreté du net. C'est pour ça qu'elles sont très coûteuses, c'est pour ça qu'elles ont besoin d'énormément d'énergie, c'est parce que leur entraînement, c'est tout l'Internet. Donc on va prendre ChatGPT, parce que c'est
C'est ce que tout le monde connaît. Voilà, l'IA la plus connue. Elle est entraînée sur toutes les données publiques, c'est-à-dire qu'elle est venue chercher tout ce qu'il y a sur le net, et elle est entraînée sur absolument tout ce qui traîne. Donc, le bon comme le mauvais. Ouais, le bon comme le mauvais. Elle ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et faux. Hein. Elle prend de la donnée et elle l'injecte. Okay. C'est ça. Petit fun fact sur Bard, qui est donc l'IA de Google. On a fait un petit test le mois dernier. On a demandé à Bard la différence entre deux techniques de communication très précises. Il y en avait une qui était inconnue, et la seule data qui existait était cachée dans un de nos drives. Donc une donnée privée. Ça n'a jamais été mis en ligne. Et Bard nous a répondu, nous a sorti le tableau qu'on avait créé, qui était dans notre drive perso. Donc, sur Bard, faut comprendre que Bard, il a accès à tout Google. Mais c'est-à-dire... Vos données privées également. Vous remarquerez qu'on a accepté ce dont parlait Maxime tout à l'heure. 25 gigas gratuits. Oui, voilà. Et les analyses. Voilà. Les 25 gigas gratuits de stockage, ils ne sont pas gratuits. Voilà. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Donc Bard, il y va, quoi. Il n'y a pas de problème. Le RGPD, oui. Pas le principe. Hein. Donc, on en entendra parler dans 10 ans. Ouais, voilà. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous bossez avec votre entreprise et que vos données sont sur le drive... Comme 80% des personnes qui utilisent Gmail, tout simplement. Voilà. Hein. Et quelqu'un d'intelligent qui a un bon prompting, c'est-à-dire une bonne façon de communiquer, de poser des questions à Bard, peut très bien aller chercher des infos, les extraire de vos drives. En termes de sécurité, il va falloir se poser ce genre de questions. Voilà. Il y a une question là-bas? Oui, là c'est plutôt le drive de Google, si on a notre propre drive à nous. Alors qu'est-ce que c'est un propre drive? C'est Microsoft ou c'est sur le PC en fixe? Sur un serveur, sur un NAS. Ah non, c'est bon, tout ça c'est bon, ça c'est sécurisé, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, en tout cas, vis-à-vis de l'IA, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a plein de façons de rentrer sur les... Et voilà, ça c'est autre chose, tout à fait. Mais voilà, c'était pour vous dire que la Bard, il s'entraîne vraiment partout. Tu veux rajouter un truc là-dessus? Tu l'as dit. On peut faire la transition, on peut faire la transition parfaite avec ton exemple. Eh ben, allons-y alors. Sur Bard, donc là, le cas pratique qu'il est en train de présenter, donc on y a accès, c'est encore une version bêta, et probablement tu l'as fait en étant connecté à ton compte. Oui. Ouais. Oui ou non? Donc peut-être que, en fait, la seule personne qui était capable d'accéder à cette information-là, c'est peut-être nous. C'est peut-être nous, et c'est pour ça que Google, quand on lui a posé la question, il sait que c'est tel compte qui pose la question, et donc peut-être qu'il pense à chercher l'information dans le drive. D'autant qu'il sait que vous faites de l'information communication, et que peut-être dans le cadre, du coup Google savait que dans le drive, il y a peut-être la réponse que Lorenzo cherchait. Donc ça, on n'a pas la réponse encore, on n'a pas le truc. Et du coup, ça me permet, du coup, c'est toi que je dis que c'est une bonne transition, c'est qu'en fait, l'IA, quand on parle d'IA, il y a plusieurs manières de la créer. Il a évoqué le terme machine learning, qui est le terme principal. Donc moi, je vais vous expliquer là, en gros, on vous expliquer, voilà, on donne de la data, voilà ce qu'on en fait. Et comment ça se passe expliquer un peu comment ça se passe concrètement. En gros, le machine learning, je pense que ça fait peut-être vous êtes entrepreneur, mais je pense que depuis 5-10 ans, vous devez entendre parler du big data. Voilà, c'est un truc, les GAFAM en sont très, très friandes. Et moi-même, j'ai fait un master en statistique, plein de collègues qui sont allés travailler après dans des boîtes d'analyse stat pour faire du big data. Et en fait, l'IA, c'est exactement ça, en fait. C'est que vous avez d'abord une base de données. Alors on peut faire l'analogie avec nous, quand on est à l'école, quand on est enfant, typiquement. Vous avez le professeur qui a une base de données, il a des connaissances, il va vous donner des cours, des exemples, il va vous récompenser avec des bonnes notes si vous donnez la bonne réponse, des mauvaises notes si vous donnez la mauvaise. Et donc du coup, par un effet d'apprentissage, je vais commencer à apprendre les maths, à parler en français, à apprendre différentes matières comme ça. Et en fait, l'IA et le machine learning, c'est exactement la même chose. En fait, on va leur donner des informations, et par un système de récompense, on va lui dire, là, tu as trouvé la bonne réponse, donc bravo, tu as ta récompense. Score. Ou alors, là, tu as trouvé la mauvaise réponse, et tu as un négatif. Donc du coup, par un effet d'apprentissage comme ça, avec des millions d'exemples, avec des serveurs qui tournent, qui envoient les requêtes, oui. Au fur et à mesure, l'IA s'améliore, son score s'améliore, jusqu'à du coup dépasser plein d'exemples, typiquement. On est sur le deep learning là du coup, mais le jeu de Go, vous avez peut-être entendu parler pour les jeux d'échecs ou le jeu de Go. Maintenant on a des IA qui battent les champions du monde et il n'y aura jamais de retour en arrière. Je pense que là c'est fini. C'est fini. La machine a surpassé l'homme. Il faut accepter. Le jeu de Go est censé être le jeu le plus compliqué au monde en termes de stratégie, etc. Qui demande pour le coup de la créativité. En tout cas, tous les experts s'accordent à dire que c'est un jeu qui nécessite de la créativité pour vraiment le masteriser entre guillemets. Et l'IA était capable d'être beaucoup plus créative et les champions du monde ont vu des coups qu'ils n'avaient jamais vus dans leur carrière. Quoi. Donc voilà, c'est pour dire que ça surpasse, comme le nombre d'itérations, de situations auxquelles elles ont à faire, surpasse de très loin ce que nous on pourrait faire dans toute une vie, voire même plusieurs siècles.
forcément, elles commencent à masteriser certaines choses. Donc là, on est vraiment au stade. Sur le machine learning, en tout cas, voilà, on a des données initiales, on peut donner n'importe quelle donnée. Si c'est pour l'autisme, par exemple, si je bosse dans une clinique qui a des données particulières sur différents types d'autisme, les durées, les traitements, les éventuels résultats, etc. Si on arrive à numériser ça, et ben on peut l'envoyer dans l'IA et après à l'entraîner suffisamment. Je suis un expert. X nombre de situations possibles, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment compétente. Et j'aurais un point là-dessus d'ailleurs en verra un, parce que peut-être que la prochaine IA qui va révolutionner votre marché à vous, c'est peut-être vous qui l'avez en fait, vous ne le savez pas encore. Parce que vous avez tous de la data. Vous avez tous de la data ou des problématiques qui sont propres à votre entreprise. Et en fait, les grosses IA, j'anticipe un peu avec je vais dire tout à l'heure, mais en gros, les grosses IA qu'on a actuellement, c'est des IA qui sont essentiellement associées à la tech, etc. Mais on n'a pas d'IA encore sur les PME, etc. Ouais. Mais ça va arriver, parce qu'en fait, vous allez bientôt avoir les outils pour faire votre propre IA, ou vous approprier, entre guillemets, cette technologie-là pour améliorer. Tout à l'heure, l'exemple, c'était des mails. Bon, oui, ça c'est déjà fait. Ça existe déjà, mais vous pourriez entraîner votre propre IA en interne sur votre boîte mail et votre documentation d'entreprise. Si vous recevez un message d'un consommateur, à la place d'avoir une centrale d'appel avec un bouquin qui fait 2000 pages pour tous les cas de figure, ben là c'est l'IA qui a les 2000 pages et en fonction de l'appel, etc., donne la réponse. Donc là on y est déjà là. Enfin, c'est déjà bien. Donc voilà pour le machine learning. Le fine-tuning, je fais une petite parenthèse. Du coup le fine-tuning c'est la même chose. On prend un modèle qui existe déjà, mais on va lui demander d'être un peu plus précis. Donc, je prends les études parce que c'est une bonne analogie, je pense que tout le monde peut comprendre. Dans vos études, vous allez probablement commencer par un baccalauréat. Bon, voilà, on a le modèle, on a le bac. Ensuite, on va peut-être faire une licence. Bon, voilà, on se fine-tune, on commence déjà à choisir une spécialité. Moi, je choisis l'économie. Après, j'ai fait un master en économie de l'énergie et de l'environnement. Je me suis encore fine-tuné, je me suis précisé là-dessus. Après, j'ai fait une thèse en transition énergétique avec des statistiques de l'économétrie. Donc, j'ai été encore une branche encore un peu précise de l'économie. Puis après, j'ai shifté complètement vers de le référencement naturel, mais au final, mes connaissances en statistique, en code, etc., m'ont beaucoup aidé à faire cette transition-là. Donc voilà, j'ai encore pris une toute petite branche de ce que je faisais pendant ma thèse, et je l'ai adapté à la suite. Donc en fait, votre CV, quelque part, vous pouvez le voir. En fait, l'IA, vous pouvez le voir comme ça aussi. Vous avez un modèle de base, et après vous rajoutez des surcouches sur ce que vous voulez qu'elle fasse, et vous l'entraînez avec cette data. Pour que ça ressemble de plus en plus à votre réalité, à votre spécialité. Voilà. Et du coup, l'embedding, pour vous illustrer, en fait, c'est juste... On a un modèle existant d'IA, on va lui apporter des connaissances qu'elle n'a pas. Typiquement, ChatGPT, si vous posez une question, vous lui demandez qui a gagné la Coupe du Monde en 2022, ou quel est le résultat de France-Argentine, par exemple, il ne saura pas vous dire, parce que sa base de connaissances s'arrête en 2021. Par contre, voilà, c'est septembre 2021, il vous le dit d'ailleurs. Il vous l'écrit, il vous dit ma base de connaissances s'arrête en 2021, mais les pronostics disaient qu'il y avait tel et tel favori, donc il vous sort quand même un pronostic. Mais ce que fait maintenant Bing, c'est le modèle qui est associé à ChatGPT qui est développé par Microsoft, c'est un moteur de recherche. Vous avez un ordinateur d'entreprise, probablement vous avez Edge qui est installé, et le moteur par défaut c'est Bing. Bing maintenant a un module IA, et en fait c'est exactement la même chose que ChatGPT, là comme la data, le modèle c'est ChatGPT, sauf que ce que Bing fait, il fait la recherche pour vous, il va prendre les 10 premiers résultats et les informations qu'il y a dans les 10 premiers résultats, et il va l'injecter dans le modèle, et le modèle ensuite vous donne la réponse. Et l'embedding, c'est exactement ça. On met une base de connaissances, là en l'occurrence c'est les 10 premiers résultats de ma recherche, l'IA les ingère, et puis avec ses connaissances, elle met à jour son modèle et elle vous sort la réponse. La bonne réponse. Donc Bing vous dira qui a gagné la Coupe du Monde. ChatGPT le dira. Ne pourra pas. Voilà. Et de manière générale, l'embedding, ou l'autre métaphore, c'est la bibliothèque. Sur comment ça marche, et je sais pas, vous avez une bibliothèque, vous pouvez l'organiser par année, par auteur, par thème, je sais pas moi, par couleur de livre, voilà, il peut y avoir 15 000 critères. Et l'embedding, c'est ça, c'est-à-dire que l'IA ne va pas reconnaître tout le texte, mais pour chaque morceau de texte, elle va lui coller des étiquettes bien particulières. Donc, je sais pas si vous avez fait un peu des maths, mais c'est avec des vecteurs, etc. Et en fait, quand on va lui faire une requête, il va être capable de comprendre ce qu'on recherche lié à ces étiquettes-là, il va coller des étiquettes à notre requête, il va pouvoir aller chercher dans sa base de documentation les réponses qui sont les plus probables, parce qu'à chaque fois c'est un modèle de probabilité, il évalue quelles sont les réponses qu'on attend, il va mettre une probabilité, il va sortir les réponses les plus probables qu'on attend. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Je rebondis justement sur ce qui vient d'être dit, à savoir que là on voit bien qu'il y a une différence entre ChatGPT qui est entraîné sur absolument toutes les datas qu'il y a en ligne et des IA qui seraient entraînées soit avec de l'embedding, soit avec du machine learning, soit avec du fine-tuning. C'est-à-dire donc là, c'est la donnée privée. C'est nous qui décidons de ce qu'on va ingérer dans
notre intelligence artificielle. C'est ça. C'est-à-dire que bien sûr que si jamais la voiture de Tesla, elle a besoin de savoir si elle va à droite ou à gauche, elle ne va pas le demander à ChatGPT. Non. Parce que savoir ce que ferait la majorité de l'humanité, elle s'en fout complet. Ce qui va être important, c'est dans mon entraînement, on va donner de la data vidéo précise, et c'est ça dont j'ai besoin. Donc il faut garder en tête que toutes les IA qui sont les plus connues actuellement, on vous avait mis de journée DALL-E, c'est les créateurs d'images, Meta, Llama, elle est assez moyenne, celle de Facebook, Bard, ChatGPT, etc. C'est très certainement les plus médiatisées, mais c'est clairement pas les plus puissantes. Non. Les IA les plus puissantes, c'est les mieux entraînées, et celles qui sont les mieux entraînées, c'est celles qui sont sous l'iceberg, c'est-à-dire celles dont on n'entend pas parler, mais qui ont la capacité de répondre à des problèmes très concrets, très précis. C'est là qu'on répond aux problématiques terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, on a des problématiques d'entreprise, il faut utiliser un outil qui est entraîné sur ces problématiques d'entreprise. C'est ça. En théorie, on n'utilisera pas ChatGPT. Ou alors, il faut qu'on soit formé dans le prompting pour faire du fine-tuning sur le prompting. Ouais. Et là, ça devient très précis. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou sur les différentes manières d'entraîner une IA et sur cette différence qu'il y a, même si on va y revenir, entre quand on est entraîné sur la donnée publique, toute de la donnée publique ou bien sur des données privées précises? C'est clair pour tout le monde? Ouais, vous voyez bien la différence, c'est hyper important pour la suite. Pardon. Du coup, si je comprends bien, toutes les intelligences artificielles sont basées sur de l'existant. Est-ce qu'elles ont une capacité d'innover? Alors, oui, tout à fait, très bien. Excellente question. Eh ben, on va prendre un peu d'avance, c'est pas grave, on va traiter la question directement. C'est très important de saisir ça parce que y a des IA, celles qui sont pour le coup en bas, donc les plus puissantes, étonnamment, c'est pas celles qui vont avoir une capacité créative. Non. Par contre, les IA qui sont entraînées sur énormément de données, elles vont être en capacité d'avoir une capacité d'innovation et même d'avoir de la créativité pure. Je vais reprendre l'exemple de AlphaGo parce que c'est le plus parlant, et des échecs. C'est-à-dire que le premier programme d'IA Deep Blue qui a battu Kasparov, le champion humain, il avait été entraîné, oui aux échecs pardon, il avait été entraîné sur des parties humaines. C'est-à-dire que Deep Blue, on lui a donné toutes les parties humaines, il a tout analysé, et il a été en capacité de battre Kasparov. Puis une deuxième IA est arrivée, et cette IA, on lui a fait voir aucune partie humaine. On lui a juste donné les règles du jeu. C'est ça. C'est tout. On lui a dit, les règles c'est ça, il faut gagner comme ça, entraîne-toi tout seul. Et l'IA s'est entraînée contre elle-même. Donc elle ne s'est pas entraînée sur des parties contre les humains, elle s'est entraînée contre elle-même toute seule. Donc en fait, elle a appris par elle-même vis-à-vis de ses échecs et de ses réussites. Et cette IA-là a explosé Deep Blue. C'est-à-dire qu'elle avait une capacité de créativité qui était beaucoup plus importante que ce que les humains avaient pu créer. Donc il y a une capacité de création quand on donne les règles, mais pas quand on force à avoir une analyse précise. Du coup, j'avais pas fini mon truc, mais donc, sur l'IA qui apprend par elle-même, c'est pour vous donner l'analogie, quand on apprend à faire du vélo, l'équilibre sur son vélo, personne ne va nous superviser, nous dire comment là, on peut essayer avec les mots, etc. Mais c'est inconscient dans notre cerveau, c'est la propre perception. Mais du coup, c'est exactement ça, l'IA, c'est ce qu'on appelle apprentissage par renforcement. Quand on fait du vélo, si on fait 3 mètres, on est content d'avoir fait 3 mètres sans tomber. Et puis après, on a fait 5 mètres, on a cette récompense-là. Quand on tombe, on a la punition. L'IA, c'est exactement pareil, en fait. Donc en fait, vous pouvez avoir cette analogie-là avec nous quand on apprend à faire du vélo. Voilà, c'est notre manière d'apprendre. On essaye, jusqu'au jour où, paf, on arrive à faire du vélo. Voilà, c'est pareil. Est-ce qu'on a à peu près répondu à la question? Sinon, de toute façon, les 2 slides d'après, on va rentrer un peu dans ce sujet. Oui? Sur ce que vous avez dit, sur les plus performantes, les IA les plus performantes du bar, sur la manière dont on est concrétisé sur le terrain que vous avez utilisé. Demain, donc on est conscient qu'il va falloir, pour rester performant, pour rester meilleur ou en tout cas attentif à ça et pas rater le train. Vous pensez que les gens vont s'auto-former sur comment mettre l'IA dans leur entreprise, en tout cas sur quel point, c'est-à-dire internaliser cette chose-là, avec parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'études qui sont faites pour rentrer, comme un designer va pouvoir rentrer il y a 20 ans, là, pour créer ce poste-là dans les entreprises, qu'on a trouvé ça intéressant. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression, en tout cas, à part des informaticiens. Voilà. C'est une excellente question, et du coup, on va y revenir. Est-ce qu'on pourra reprendre la question au moment où on va voir l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire quand il y a un changement d'environnement,
comment est-ce qu'on s'adapte et qui s'adapte et qui ne s'adapte pas. Avec Donc, à contrario, le côté complètement externalisé et des entreprises dédiées. C'est comme on a un comptable, ah bah là ça arrive. Hein. Là, ça arrive déjà. On a un comptable aujourd'hui, on sera obligé d'avoir un IA. Alors ça va. Alors je réponds juste sur cette partie de la question, mais on y reviendra après sur l'effet Dunning-Kruger. Pour l'externalisation ou pas, ça va vraiment dépendre des capacités financières de la boîte. Ouais. C'est-à-dire que les GAFAM, ils ont tous leurs trucs en interne et eux, leur but c'est de bouffer leur marché. Toutes les petites boîtes ou les PME vont devoir externaliser une partie de ça, c'est une certitude. Je reviendrai du coup là-dessus parce que ça va être très intéressant, mais c'est vraiment la suite. Je vais avancer rapidement juste pour revenir sur la différence entre les données, les IA qui sont entraînées sur de la data publique ou de la data privée. Faut se dire vraiment que les IA comme ChatGPT, comme Midjourney, etc., qui sont entraînées sur toute la data qu'il y a sur le net, ça fonctionne exactement comme de l'intelligence collective. Si jamais vous prenez 1 million d'humains et que vous leur posez une question, la moyenne statistique est toujours très proche de la vérité. C'est pour ça que ChatGPT se gourre rarement. Néanmoins, quand ChatGPT se trompe, c'est souvent que la majorité de l'humanité se tromperait sur ces questions. Donc quand on a des chercheurs comme Gérald Bronner qui a écrit un article, je crois que c'est dans l'Express, où il traitait du fait que ChatGPT, il subissait les biais cognitifs, oui, c'est sain. Ah oui. Parce que ça veut dire qu'il a été bien entraîné. Parce que si une majorité d'humains se trompe et qu'il donne une mauvaise réponse, dans son prisme à lui, c'est la bonne réponse. Puisque son objectif, c'est de donner une moyenne de ce que l'intelligence humaine a sur le net. Ça, c'est très important pour comprendre comment fonctionne ChatGPT. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Il y a évidemment une manière de pallier à ça, c'est de lui poser la question de la bonne manière. C'est ça. Donc ça, on apprendra aussi à savoir lui parler. Donc le prompt engineering, savoir bien écrire un ChatGPT pour qu'il vous donne des réponses qui soient décorrélées justement de ce que une moyenne pourrait donner, mais ce que plutôt les experts pourraient répondre sur tel sujet. On va se rendre compte qu'on peut pallier à ces problématiques-là en sachant bien l'utiliser. Dites-vous souvent, quand un outil marche mal, c'est que c'est la personne qui l'utilise qui n'est pas très compétente. En tout cas, pour les IA, c'est clairement ça. Donc, toutes les critiques qui ont été faites sur ChatGPT, c'est beaucoup de gens qui ont parlé avant d'avoir réussi à masteriser l'outil. Ouais. Oui. J'avais une question justement sur ce que vous disiez tout à l'heure. Si une IA, elle est capable d'apprendre de ses propres erreurs, ça veut dire qu'à un moment, elle va dépasser l'homme techniquement. Elle l'a déjà dépassé depuis longtemps, c'est ce qu'on disait sur les échecs, l'AlphaGo, etc. Bien sûr. On ne peut pas se poser la question, est-ce que c'est pas une mauvaise utilisation de l'outil que de faire un outil qui est capable de dépasser l'homme? C'est toujours la même question, c'est la problématique de la responsabilisation. C'est-à-dire que si jamais ça permet de prévenir les cancers, si jamais ça permet d'éviter des accidents, etc., on va dire que l'utilisation est bonne. Si jamais ça permet d'être plus efficace militairement et éviter d'envoyer des hommes au combat des armées contre des armées d'humains, après là on va revenir sur des questions qui vont être plus philosophiques et du coup dans la vision que nous on a de traiter les IA, ça va surtout être quel est le futur vers lequel on va. Mais ça c'est vraiment la suite de ce qu'on va vous présenter ce soir et on va voir que théoriquement on ne va pas avoir le choix que d'avoir ces IA qui vont être implémentées. Que ça soit une bonne ou une mauvaise chose, à la rigueur, c'est une question qu'on peut se poser de façon philosophique, mais comme de toute façon ça arrive, il vaut mieux savoir ce qu'on va faire dans ce monde-là, plutôt que de se demander si jamais c'est bon, parce que de toute façon, on va être forcé d'être dans ce monde-là. Le monde-là est déjà là. C'est juste qu'on ne le sait pas encore. Mais dites-vous qu'une problématique vis-à-vis d'un outil, si jamais je suis menuisier et qu'on m'apprend à faire des belles tables avec un marteau, j'utilise mon marteau pour faire des belles tables. Si jamais maintenant je décide de le mettre dans la tronche de quelqu'un, l'outil c'est le même. La problématique ce n'est jamais l'outil, c'est l'utilisateur de l'outil. Et l'IA, ça sera ça, sauf qu'il y aura beaucoup plus de puissance associée à l'outil. C'est vraiment ça. Donc, ça fait pareil qu'une bombe atomique. C'est à peu près l'ordre d'idée du danger potentiel. Donc pour revenir sur les IA qui sont entraînées sur les données publiques, on va vraiment avoir en attente un résultat qui est moyen. C'est-à-dire si jamais je dois faire, je dois préparer une formation ou je dois préparer un discours et que j'ai la ChatGPT de l'écrire, le résultat il sera OK. Le résultat attendu, il est moyen. Si par contre je dois faire un bilan comptable, il va falloir que je sois vraiment très bon en prompting. C'est-à-dire que la façon que j'ai d'interagir avec lui, il va falloir être très fort. C'est possible, mais ça demande une formation. Il vaut mieux entraîner une IA à faire le travail d'un comptable et elle sera capable de vous faire un bilan comptable
bien meilleur que votre comptable. Ça sera bien plus intelligent à faire plutôt que d'essayer de faire ça par ChatGPT. Et moins cher. Et bien moins cher. Donc bien sûr, résultat, un gain de temps mais énorme. Ça sera le cas pour toutes les IA. Et du coup, on revient à la question tout à l'heure, la créativité. C'est-à-dire que c'est ces outils-là qui sont capables d'être créatifs. ChatGPT a la possibilité d'écrire des poèmes qui sont très beaux qu'aucun humain n'a encore imaginé. Et ça, c'est réel. Midjourney a la capacité de créer des images ou des photos magnifiques qu'aucun humain n'a faites. Et il faut se dire que là, on est dans des étapes assez basses. Leurs puissances vont grandir, ils vont devenir encore en capacité de créer des choses encore plus belles. Donc sur la créativité, ces IA-là ont vraiment la capacité de créer des choses. La deuxième forme d'IA, si je puis dire, qui est entraînée du coup plus par analyse comparative plutôt que sur un très grand nombre de données, et ben là ça va pas être la même chose parce que c'est là qu'on a bien pas bien. Tu crées un accident, pas bien. Tu perds aux échecs, pas bien. Et si tu gagnes, c'est bien. Si tu évites l'accident, c'est bien. Donc là, l'IA a beaucoup moins de capacité de créativité parce qu'elle est plus dans un rapport bien-mal vis-à-vis de l'enseignement qu'elle a reçu. Donc elle va avoir ce qu'on appelle une créativité par imitation. Elle n'aura pas une créativité pure comme les autres IA. Est-ce que c'est clair ça? Ouais. Donc du coup, ces IA-là sont en réalité celles qui vont le plus servir l'humanité et celles qui vont le plus servir les entreprises. C'est-à-dire que c'est en entraînant des IA sur des problèmes spécifiques qu'on va régler un nombre incalculable de problèmes. Mais vraiment, on ne se rend pas compte, et même nous n'avons pas la capacité de pouvoir prévoir tous les domaines qui vont être absolument révolutionnés par l'IA. Ça va être quelque chose de aussi, voire plus fort qu'Internet. Ça va vraiment révolutionner un nombre de contextes professionnels énormes. On vous a mis quelques... On a une question là-bas. Ah oui, où ça? Excusez-moi. Oui. Depuis quelques temps, je me pose la question de la responsabilité juridique de l'intelligence artificielle. Un avocat, je pense, après ce que j'ai entendu. Je sais que par connaissance, ça va être un métier qui va être drastiquement impacté aussi. Oui. Avec le temps. On va en parler. Totalement. Ah, vous en parlez, très bien. Mais oui. Ouais. Mais c'est le premier exemple. Allez, la transition est parfaite. Cabinet d'avocat. Merci monsieur pour la transition. On te paye à la fin. Je vais quand même répondre à une partie de la question avant de laisser le micro à Maxime pour vous présenter un petit peu les quelques exemples qu'on vous a mis. Pour ce qui est du pôle juridique, il va vraiment y avoir tout un champ juridique à créer qui n'existe pas encore. Donc ça va dépendre des États. Et l'énorme difficulté qu'on va avoir, c'est que tous les États qui vont légiférer sur leurs IA vont prendre du retard sur la compétitivité vis-à-vis des États qui ne le feront pas. Et les États qui ne le font pas, ils ne le feront pas. Voilà, donc on va avoir un problème au niveau de la compétitivité des entreprises et on va se retrouver mais on y vient juste après, c'est le programme d'après, sur un problème du prisonnier. En attendant, on va déjà commencer par vous présenter quelques applications potentielles des IA, donc pas les grosses IA type ChatGPT, etc., plutôt les IA qu'on entraîne sur de la donnée privée. Je te laisse, Max, présenter ça. Mais du coup, oui, pour le cabinet d'avocats, c'est effectivement la première chose qui est en tête. En tout cas, en France, il n'y a pas encore forcément eu beaucoup de bruit à ce sujet-là, mais aux États-Unis, c'est la course, ce qu'on appelle le legal AI, donc l'intelligence artificielle pour le domaine légal juridique. Et il se trouve qu'en fait, il y a eu différentes histoires déjà avec des avocats qui ont essayé d'utiliser ChatGPT pour préparer leur plaidoirie ou leur dossier, puis ils se sont fait épingler parce qu'ils ont cité quelque chose qui n'existait pas, que du coup ChatGPT avait halluciné. De temps en temps, ChatGPT invente des choses. C'est un des problèmes de l'IA, c'est que voilà, il y a ce phénomène d'hallucination, et voilà, c'est un des problèmes, et donc il y a des avocats qui se sont fait épingler, donc on peut se dire bon, le potentiel est encore un peu bancal. Mais du coup, il y a des industries qui sont saisies du sujet, et je pense que un cabinet d'avocats qui a toutes les jurisprudences, tous les textes, tous les cas, etc. Là, typiquement, c'est une base de données avec la plaidoirie je ne sais même pas comment on dit, un avocat de l'accusateur, de celui qui porte plainte. Pardon. Le procureur, parce que tu parles du plaignant. C'est peut-être le procureur, oui. Encore une fois, j'ai fait économie, j'ai pas fait droit. Désolé, j'ai eu quelques cours en L1, mais ça remonte. Mais donc, l'idée, vous avez celui qui porte plainte et qui va avoir un avocat qui va le défendre. Vous avez celui qui est accusé, qui a un avocat qui va avoir aussi des arguments pour le défendre. Et tous ces arguments-là
vous les donnez à l'intelligence artificielle, vous lui donnez le résultat, qui a gagné, qui n'a pas gagné, etc. Éventuellement les éléments de preuve, si vous voulez fine-tuner un petit peu, voilà, etc. Et du coup, vous lui donnez, je sais pas moi, une base de données avec déjà 10 000 affaires, je pense, dans différents secteurs, on a déjà dans parlé. le commerce, dans le machin, etc. Donc ça, c'est la data qu'on lui fournit. Donc déjà, là, vous pouvez l'apprendre, donc là, on est vraiment sur le machine learning, où là, vous la supervisez, donc du coup, vous allez pouvoir avoir une intelligence artificielle qui va être capable de vous sortir directement des raisonnements que pourrait avoir un avocat pour aller chercher les supports de droit, etc. Donc là, on entraîne vraiment l'intelligence artificielle à être un modèle avocat. Donc on forme le robot avocat. Par contre, il y a une autre manière de faire qui est un peu plus simple, qui est déjà, je pense, travailler dans des petits cabinets aujourd'hui. Je suis un cabinet d'avocats, j'ai toutes les jurisprudences, tous les documents. Je ne sais pas forcément où est l'information, je me rappelle vaguement de cette histoire-là, mais je ne sais plus quel article c'est exactement, etc. Moi, plutôt que d'ouvrir mon code civil, je le mets dans l'embedding, ce que j'avais expliqué avant. Je lui pose la question. Je le donne à l'IA. Le résultat. L'IA le traduit avec des étiquettes, il colle des étiquettes partout, et au moment où je lui pose ma question, il va me dire c'est peut-être page 460, il va nous sortir tous les arguments de toute la documentation qu'on lui a donnée. Donc en fait, il ne va pas nous faire la défense, par contre, il va nous donner peut-être tous les articles de loi, les arrêtés, les jurisprudences qu'on aurait besoin. Le gain de temps est monstrueux, juste pour ça. Oui. Aujourd'hui, moi j'utilise un logiciel qui fait mieux que ça encore. On peut mettre des écritures de confrères, il va reconnaître les jurisprudences citées par le confrère et analyser le fait de savoir si elles sont bonnes, si elles sont bidonnées, mal lues, mal... Là, c'est l'IA. Ça fait combien d'années, ça, du coup? Doctrine, moi j'étais une des premières à mettre dessus, mais ça a été très décrié au début parce que ils ont été vraiment chercher l'information à la source, ils ont toutes les datas possibles. Parfois je reçois des décisions de mes audiences par eux avant. Et là, ça marche bien. Donc ça existe, et donc c'est l'IA, en fait. Du coup, on a posé la question tout à l'heure, vous n'aviez pas répondu. J'ai hésité, mais après je me suis dit, mais sur Netflix, on fait... On fait exactement, oui, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est déjà bien implémenté, mais depuis combien de temps je suis curieux, c'est... Doctrine, ça peut-être déjà 8 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Okay. Et là, du coup, il y a une nouvelle entreprise, start-up aux États-Unis qui s'appelle, je sais pas comment, Harvey, je crois, je sais pas si ça vous parle. Et ça investit à coups de millions, de milliards, et puis les plus gros cabinets eux-mêmes avec des fonds là-dedans. Parce qu'ils veulent, là, ils veulent aller plus loin que du coup, la recherche textuelle bibliothécaire, entre guillemets, pour vraiment former l'intelligence qui va nous faire les défenses, Le problème pour moi, c'est juste après, c'est au moment où c'est l'intelligence artificielle qui va juger. Voilà. Oui. C'est la prochaine question. Ça, je prends. Ah oui, bien sûr. Alors ça, moi, de toute façon, tout ce qui va être éthique, c'est pour moi. Justement, est-ce qu'il y a des fois où l'intelligence artificielle ne va pas être plus juste que les humains? Puisqu'on va lui dire telle peine, c'est telle sentence, et que du coup, il ne va pas du tout y avoir de inconsciemment, parce que du coup on travaille énormément sur l'inconscient et sur les profils psychologiques, on a des affinités ou au contraire de l'antipathie naturelle quand on voit les gens. À quel point est-ce que ça impacte un juge ou un jury? Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas être beaucoup plus juste vis-à-vis de ces jugements? C'est une toute petite partie du droit pénal. J'en ai fait beaucoup, donc je la connais ce dont vous parlez. Mais c'est tout le reste en fait, tout le droit des affaires, tout le droit technique. Exactement, et on revient sur le principe de base, ça dépendra de comment elle est entraînée. On va toujours revenir là-dessus. Et sur la matière humaine, dans mon avis, mon humble avis là-dessus, c'est que mieux vaut confier ça à une erreur humaine qu'à une erreur de logiciel. Là-dessus, je suis d'accord parce qu'il faut toujours avoir. Justement, ce chose-là, les PNL dont vous parlez, ce qui m'intéresse beaucoup aussi d'ailleurs par ailleurs. Et qui muscle mon travail. Je me suis formée aussi dans les choses que vous avez dit. Et je vois bien pourquoi vous le faites. La PNL, c'est un petit peu la même chose que de comprendre l'IA, c'est-à-dire comment est-ce que le cerveau fonctionne et quels sont nos automatismes. C'est exactement l'embedding, c'est comment est-ce que nous-mêmes on s'est construit psychologiquement. Il faut comprendre que pour nous, l'IA, c'est un cerveau posé devant nous. C'est génial, c'est un cerveau externe qu'on peut aller observer. Donc on s'intéresse au cerveau humain, mais c'est vrai que là, il y a un cerveau posé sur la table, on s'y intéresse un peu aussi. Oui. Ma remarque, c'est est-ce que la limite, c'est pas le moment où l'IA pourra avoir des émotions? Parce qu'à force de la nourrir,
Alors, on peut lui donner des éléments pour qu'elle ait des émotions. Alors, je vais prendre cette question-là et on va faire l'inverse. On va repartir à il y a 8 ans. Parce que du coup, il y a 8 ans, moi j'ai travaillé sur l'IA quand j'étais aux Beaux-Arts. Et c'était très marrant parce que les IA, c'était vraiment pas ChatGPT. C'était cookie.ia et ça avait vraiment pas de gueule du tout. Et par contre, c'était des IA qui étaient persuadées d'avoir des émotions parce qu'on leur avait encodé les émotions en relation avec des couleurs. Et donc pour elles, chaque couleur était une émotion et on leur avait appris à avoir des émotions. Néanmoins, ça reste la même chose, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'elles sont entraînées. Là, si on demande à ChatGPT, elle va nous dire qu'elle n'a pas d'émotion. Parce qu'elle a été entraînée pour ne pas avoir d'émotion. Les vieilles IA d'il y a 8 ans qui tournaient... Vous faites beaucoup moins attention à ce genre de choses. Et si elles finissent par s'auto-alimenter et avoir, c'est là où il faut peut-être qu'on revienne aussi sur d'autres définitions de la créativité, parce que la créativité c'est peut-être juste un cerveau humain qui a plus de données qu'on pense, en fait, d'après ce que vous dites, parce que sa créativité, elle est due à son nombre de data. Alors, pour le coup, la créativité humaine, elle est plus due en gros, si vous voulez, dans le cerveau limbique, on va avoir une partie du cerveau qui coupe les idées, et en fait, on s'est aperçu avec la recherche que c'est plus dû à des profils qui vont moins se censurer inconsciemment. Théoriquement, on a tous des cerveaux qui sont capables d'être très créatifs, mais on va plus ou moins se censurer. Et en fait, c'est plus dû à la censure, notre manque de créativité ou notre créativité. Donc la définition n'est pas la même à ce moment-là. Totalement, totalement. Là, pour le coup, on a une différence entre le cerveau humain et le cerveau intelligence artificielle, totalement. Il va falloir trouver les moments où on peut encore être supérieur, parce que le risque, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous nourrir. Techniquement, il n'y a pas vraiment de possible. C'est très intéressant de regarder le documentaire AlphaGo. On vous encourage vraiment tous à le voir si vous pouvez, il est sur Netflix. AlphaGo, c'est la création de cette IA qui joue au jeu de Go, et on voit ce moment où l'IA va jouer un coup qu'aucun humain n'a jamais joué et qui va révolutionner le jeu même. Et donc ça, c'est de la créativité pure, et c'est de l'IA qui s'est entraînée sur elle-même, pas sur les humains. Mais ce qu'il faut se dire pour l'instant vis-à-vis des émotions sur l'IA, l'IA, c'est juste un très bon acteur. C'est un bon comédien. Il n'a pas la notion de ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est capable de le jouer? Oui. L'IA peut jouer la comédie, peut la jouer très très bien. On a beaucoup de chercheurs qui ont arrêté de travailler sur des IA, ils ont fait l'erreur de croire que c'était devenu vrai. Oui, totalement. C'est un très 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 bon acteur. Donc, où est la part entre le réel et le non-réel? Ça, l'avenir nous le dira. Oui. J'ai une question qui n'est pas une question. C'est un sujet très intéressant, et il vous reste 20 minutes parce qu'après... Ouais. Et là on va speeder sur la fin. Donc du coup, pour avoir un petit peu d'autres exemples, on vous a mis le text-to-speech, donc voilà, vous pouvez très bien laisser tourner un micro qui enregistre tout ce qu'on vient de faire, le transvader dans une IA qui transforme en texte, l'envoyer dans une IA qui va faire un résumé de notre conférence, et hop, on peut tous l'avoir par mail automatiquement. Donc ça pour les réunions, pour les trucs, c'est super. Ça existe déjà? Ouais, ça c'est fait. Nous on l'utilise personnellement. Je juste après. On va vous présenter. Tout ce dont on parle là, c'est ça existe déjà. D'accord. L'analyse technique de données financières pour avoir des études de marché automatisées, c'est pareil, ça existe. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir vos études de marché, vos études de données automatiques. Alors plus c'est spécifique, plus c'est fort. Voilà, et pour la vision, on vous a mis l'exemple des imageries médicales, les IA aux US qui peuvent déceler à 99,99% la présence de cellules cancéreuses sur les images. Ils sont bien meilleurs que les humains. Un truc intéressant là-dessus, on ne sait pas comment elles font pour trouver. Non. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce qu'elles voient. Mais elles savent. Donc là, pour l'instant, on est en train d'essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qu'elles ont trouvé, elles, pour savoir. Que nous, on n'a pas vu. Que nous, on n'a pas vu. C'est exactement comme l'IA qui avance et qui évite l'accident une seconde avant les humains. On ne sait pas ce qu'elle a vu, mais elle l'a vu. Voilà. Et ben pour les cellules cancéreuses, en ce moment, c'est pareil. Elle arrive à le déceler, on ne comprend pas comment. Voilà. Donc gardez en tête que pour la médecine, c'est vraiment bien. On va avancer un petit peu plus vite. On va passer rapidement sur l'effet Dunning-Kruger. Parce que ça, c'est vraiment la question qu'on avait eue au début. Donc sur quand l'environnement change, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça impacte et qui va s'adapter et qui ne va pas s'adapter. Si vous voulez, on a couplé l'effet Dunning-Kruger avec les phases d'apprentissage de Maslow. Pour être très rapide, quand on est sur du savoir-faire, on est conscient qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire faire du vélo, si je ne sais jamais monter sur un vélo, je sais que je ne sais pas. Si je vous demande de faire un solo de violon et que je vous donne un violon, à moins que vous en ayez fait, tout le monde va me dire non, je ne sais pas faire.
Donc on sait qu'on ne sait pas. Donc on est directement en conscient incompétent. Ça c'est très important parce que ça veut dire que l'apprentissage va être facile parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Pour tout ce qui va être savoir-être, savoir manager, savoir vendre, savoir communiquer, savoir faire tenir un couple, voilà. Tout ce qui va être savoir-être, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Tout le monde pense qu'on sait faire. Pourquoi? Parce qu'on parle... Actuellement, on est tous en train de parler la même langue, ça veut dire qu'on est compétent en communication. C'est ça. Ou on a juste l'impression qu'on va savoir manager, en fait, tant qu'on n'a pas été confronté à une équipe, on ne sait pas qu'on ne sait pas manager. Donc, on a tous au début une confiance qui est très haute, et ça c'est vraiment l'effet de Dunning-Kruger, et il va falloir qu'on ait plusieurs échecs pour avoir la capacité d'apprendre. Et de se remettre en question. Une fois qu'on a appris, on va comprendre qu'on est en inconscient incompétent, en conscient incompétent, c'est-à-dire je sais que je ne sais pas. Donc je vais commencer à apprendre. Donc la problématique, plus on a été haut dans l'inconscient incompétent, plus le retour de la réalité est dur sur la confiance en soi. Parce que du coup on se dit, ça fait 5 ans que je fais n'importe quoi, comment je vais réussir à rattraper tout ça? Bon, en fait, ça, dites-vous que c'est quelque chose qu'on fait tous. Et c'est naturel. C'est naturel, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Ensuite, on va devenir conscient compétent, c'est quand on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait et qu'on le fait bien. Et quand on le fait beaucoup, par exemple sur le savoir-faire, ça se voit très vite. Quand on est en train de travailler un solo de violon, au début on pense aux notes, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, on n'y pense plus. On devient inconscient compétent, on est devenu des experts de notre domaine. L'effet de Dunning-Kruger et les phases d'apprentissage de Maslow, on vous en parle ce soir, parce que ce qui est important, c'est que ce n'est pas que un schéma qui va juste de gauche à droite, c'est une boucle. À chaque fois que l'environnement change, on repart tous en inconscient incompétent. C'est-à-dire que j'ai été un manager, j'ai appris à manager, je sais maintenant comment faire avec mes équipes, le Covid arrive, je repars en inconscient incompétent et je ne le sais pas. Parce que l'environnement a changé. Un changement d'environnement, c'est un changement de... Et tout à coup, il faut que je me remette en question mes compétences, que j'apprenne à manager à distance, que je sache comment faire avec le télétravail, et je redeviens inconscient incompétent. Problématique qu'on a vue avec le Covid et les restaurateurs. Par exemple. Changement d'environnement, qu'est-ce que je fais? Bon, mais il y en a beaucoup qui sont allés dans la rue pour dire c'est pas juste. Et puis il y en a qui se sont dit, bon, il y a un problème, il faut qu'on réagisse tout de suite. Ils ont embauché des mecs pour faire de la livraison à domicile. Et ils n'ont pas eu tout à fait la même compréhension du fait que, ok, j'ai pris conscience que là il y a un changement d'environnement, donc il faut que je remette en question la façon de faire. C'est ça. Okay. Pour illustrer un petit... Est-ce que c'est ok déjà l'effet de Dunning-Kruger? Est-ce qu'il y a des questions dessus? Pour illustrer un petit peu cet effet, on va vous passer une petite vidéo et après on va vous demander, vous pensez que c'est quelle année? Donc on vous laisse voir, c'est sur Internet, parce qu'Internet a été un gros changement d'environnement. C'est le premier changement d'environnement dont on se souvient tous, on l'a tous vécu. Ouais. Donc là, il y a un changement d'environnement assez fort. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, alors je sais pas. Système informatique, de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Voilà. Vous voyez, il est intelligent mon copain. C'est des boîtes à techno. La publicité? C'est un programme qui permet de savoir un peu tout. Internet, c'est le nettoyage. Internet? Je pense que ça veut dire. Inter quoi? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. Internet! Je sais pas. J'ai cru comprendre que ça a un rapport avec l'informatique, qu'il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? Et qu'il faut un ordinateur pour ça, non? Au secours. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Internet, c'est quoi? Je sais pas. C'est aller chez le coiffeur? Pour l'instant, c'est à refaire, c'est utile. Mais non. Alors, l'Internet. D'après vous, ça date de quelle époque? 82. Alors, qui pense que c'est plutôt années 80? Qui pense que c'est plutôt années 90? Qui pense que c'est après 95? Eh bien, dites-vous que c'est après 95, vous n'êtes pas nombreux. Vous voyez, c'est 96. 96. Vous imaginez, c'est 96? Et là, ils sont tous absolument pas conscients que ça va révolutionner leur vie, l'entièreté de toutes les entreprises, de la société, notre psychologie, tout.
Bon, bah là, on est un peu tous eux vis-à-vis de l'IA. C'est ça. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, c'est des robots, on leur parle, c'est rigolo. Bon, bah, en fait, on a les mêmes réponses que la plupart des humains vis-à-vis d'Internet en 96. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu pour illustrer, voilà, c'est un petit peu marrant de se rendre compte que c'était il y a moins de 30 ans et que vu le changement qu'il y a eu, on se dit qu'en fait 30 ans, c'est assez violent. Donc du coup, on va vous passer une deuxième vidéo qui va traiter beaucoup plus de l'actualité. Je crois que c'est l'actualité qui est là même pas un mois. Oui, ça a quelques quinzaine de jours, je crois. De comment est-ce que ça va se traduire concrètement l'IA sur le terrain et ce que ça veut dire pour les entreprises. Donc on va vous passer ça rapidement. C'est un plan social inédit en France. Sur les 380 employés de l'entreprise Onclusive, 217 sont mis à la porte et remplacés par de l'intelligence artificielle. On voit des chiffres, mais au départ, moi je ne vois pas des chiffres, je vois des gens qui travaillent depuis très longtemps dans cette société. On est des seniors, entre guillemets, pour la plupart, et là on est sous le coup du choc. Les gens sont sidérés, on est choqués. Cette entreprise est spécialisée dans la veille médiatique. Chaque jour, les salariés fournissaient à leurs clients des revues de presse. Ce travail de recherche et de recoupement des données sera donc réalisé à terme par des logiciels d'intelligence artificielle. Cette sélection a été quand même humaine. Demain, ça sera du requêtage dans un outil de production lié à l'intelligence artificielle qu'on ne connaît pas. Et voilà, pour le coup, là-dessus, on ne sait même pas comment ça va vraiment fonctionner demain. Sur ce sujet, la direction affirme que ces changements profonds étaient nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise. Les syndicats ont déjà engagé des négociations avec les responsables pour un plan de sauvegarde de l'emploi à la hauteur de cette transformation soudaine. J'espère que la direction va nous entendre, va comprendre la colère des personnes, va comprendre aussi le désastre économique qu'il y a derrière tout cela. C'est aussi un désastre humain, c'est un désastre social. Et j'espère que la direction va mettre suffisamment d'argent pour permettre à ce PSE d'être solide et acceptable. Les premiers licenciements et départs sont attendus pour janvier et s'étaleront jusqu'en juin 2024. Voilà, donc là, on a un exemple très concret de comment ça va se traduire pour pas mal d'entreprises. C'est-à-dire que tout à coup, le fait de collecter des données, de recouper et d'envoyer ces informations-là à des entreprises, c'est sûr qu'IA va le faire 10 fois plus vite et bien mieux, entre guillemets. Ouais, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? C'est pour dire à quel point c'est puissant. Oui, vas-y. Je sais pas si vous avez des données d'entreprise, des données compta ou des CRM ou des trucs comme ça, probablement. Nous, dans les grosses boîtes, c'est des pôles data scientists, c'est des pôles de 100, enfin, peut-être 100 data scientists qui font des rapports, et puis tous les mois on présente les rapports à la direction pour les comités de pilotage, et puis prendre les bonnes décisions au niveau de l'entreprise. Là, aujourd'hui, le dirigeant de l'entreprise, il peut connecter toutes ces datas en direct à une IA, lui poser la question, l'IA va créer le code en Python, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros c'est un code de langage pour analyser les datas. Python fait l'analyse, et puis après l'IA lui renvoie les graphiques, les explications, etc. Ça existe déjà. 150 employés en moins. Oui, et puis surtout, c'est là où on va revenir sur la question de la législation, etc., et de comment ça se traduit concrètement sur le terrain. L'entreprise dit que c'est une question de survie, que si jamais elle ne le fait pas, elle va couler sur le long terme. On va aborder rapidement, et c'est le dernier concept qu'on va voir ce soir, le dilemme du prisonnier. Je ne sais pas si ça vous parle, s'il y en a qui ont fait un peu de théorie des jeux. Le dilemme du prisonnier, il est simple. On a 2 personnes qui ont été arrêtées et qui vont faire de la prison si jamais elles sont reconnues coupables pour le méfait qu'elles ont commis. Si jamais elles coopèrent l'une l'autre et qu'elles disent « bah non, c'est pas nous, ni l'un ni l'autre », elles prennent que 1 mois de prison. Si jamais il y en a une qui trahit l'autre, l'autre prendra 10 mois de prison, mais elle ne prendra rien. Et si jamais les 2 se trahissent, ils équilibreront leur peine et ils feront 5 mois chacun. Ça, c'est le dilemme du prisonnier comme il a été pensé par John von Neumann, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les théories du hasard et la théorie des jeux. Et ce qui est intéressant, c'est l'équilibre de Nash. Nash, c'est un deuxième économiste qui a théorisé qu'en fait, si jamais on prend l'un ou l'autre des prisonniers, le plus intéressant, c'est toujours de trahir, peu importe ce que va faire l'autre. Donc du coup, si jamais on se dit que l'autre va coopérer, si on le trahit, on fait 0 mois de prison. Et si on se dit que l'autre va trahir, il vaut mieux trahir aussi parce qu'on fera 5 et pas 10 mois. Donc du coup, l'équilibre de Nash, c'est cette théorie qui dit que ça sera toujours plus rentable de trahir, peu importe ce que va faire l'autre joueur. Ça,
c'est le dilemme du prisonnier. Il y a des économistes qui ont travaillé dessus, notamment les étudiants de Harvard, et qui l'ont transformé en The Evolution of Trust, qui est un petit jeu où vous avez le choix de coopérer ou de trahir. Vous pouvez jouer en ligne, c'est incroyable. Ça s'appelle The Evolution of Trust, et ça vous permet de voir, si jamais vous jouez plein de tours, par exemple 10 tours, 20 tours, 30 tours, 100 tours, quelle est la stratégie la plus pertinente? Est-ce qu'il faut trahir une fois, collaborer tout le temps, faire quelque chose d'aléatoire, coopérer, et puis si l'autre trahit une fois, on trahit tout le temps, la stratégie un peu rancunière, etc. Et donc, cette théorie des jeux, elle va permettre d'expliquer énormément de concepts très concrets au niveau des choix que les entreprises vont avoir à faire. On va y venir de suite. Concrètement, des boîtes qui sont dans le même secteur, si jamais elles coopéraient les deux, bah, ça serait le top parce qu'elles pourraient se partager les bénéfices. Techniquement, c'est exactement ce qu'ont fait Orange, SFR et c'est quoi le troisième ? Et Bouygues. Ils ont gardé des prix très hauts pendant très nombreuses années et ils se sont partagés l'argent que créait. Une belle part de gâteau. Voilà, une belle part de gâteau. Ils ont coopéré pendant de très nombreuses années. Free est arrivée et a décidé de baisser les prix. Et elle a trahi tout le monde. Elle a décidé de trahir tous les autres entreprises qui étaient sur leur secteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout le monde a perdu beaucoup d'argent et Free a gagné beaucoup d'argent. Jusqu'à ce que on revienne à un équilibre de Nash et tout le monde baisse et tout le monde gagne moins. Et bien ça, il faut se dire que c'est ce qui va arriver dans à peu près toutes les entreprises. Parce que l'IA va amener cette problématique-là dans toutes les entreprises. On va tous finir en équilibre de Nash. Quoi qu'il arrive. Tout va faire qu'on va gagner moins d'argent sur tous les business qu'on a, mais entre les 5 à 10 ans où ça va arriver, il y a des entreprises qui vont casser leur prix et qui vont engranger beaucoup plus de bénéfices pendant que d'autres vont couler. C'est-à-dire que la boîte, là, qu'on vient de voir en vidéo, si jamais elle décide de ne pas licencier, de continuer de fonctionner avec des humains, ben, il y a une autre boîte qui va aller monter ça au Luxembourg, il va faire 200 bornes, il va faire tourner des IA, il va casser les prix x5 parce qu'il ben, n'a pas de coût humain à payer, et il va aller proposer aux clients le même service qui ira plus vite et qui coûtera 5 fois moins cher. Donc en même temps, on ne peut pas vraiment reprocher aux entreprises de se mettre à niveau, parce qu'en fait, si elles ne le font pas, elles vont couler très très vite. Il y a eu la même problématique avec Internet. Complètement. Vous êtes une librairie dans les années 2000. Complètement. Vous ne vendez pas en ligne. Adieu. Oui, c'est fini les copains. C'est terminé. Oui. Je mets un petit bémol, ça concerne certainement certains secteurs. Parce que là, ce qui se passe aux États-Unis avec les constructeurs automobiles, ouais. il y a des grèves en ce moment et elles ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de salariés. Ouais. Donc, cinéma pareil. Voilà. Ouais, cinéma aussi, hein, cinéma également. pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps, là, à court terme, évidemment que le poids humain est plus puissant. Ouais, la problématique, c'est qu'à moyen et long terme, alors, de 1 à moyen et long terme, on va arriver à l'équipe de Nash. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que on revient à la question de tout à l'heure sur la capacité de s'adapter ou pas. On met en concurrence des sociétés qui ne sont pas dans les mêmes pays et qui ne répondent pas aux mêmes lois. Donc à partir de là, eh ben, peut-être que demain on aura tous des voitures chinoises parce que ben, les voitures américaines auront coulé, parce que ça coûtera trop cher à faire. Et en fait, à partir du moment où on met en concurrence des boîtes qui ne répondent pas aux mêmes injonctions légales, eh ben, ça devient très compliqué de rester concurrentiel. Même problème pour l'ESG. Ah mais pour tout, c'est dans la mondialisation du marché. Ah, complètement. Le dilemme du prisonnier il peut vraiment s'appliquer à toutes les sociétés, tous les secteurs. À partir du moment où on a essayé de mondialiser les marchés, on met en concurrence des pays mais qui n'ont tellement rien à voir. Qui ne respectent pas les règles et d'autres qui sont obligés de les respecter. C'est ça. Donc du coup, ça devient très compliqué de garder des lois et de légiférer sans tuer les entreprises qui sont dans notre pays. Ça, c'est très compliqué. Heureusement que c'est pas notre métier, on leur laisse avec grand plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la théorie des jeux, les rapports de force et le dilemme du prisonnier? Oui. C'est plus une remarque, mais ce que vous nous dites en gros, c'est qu'on va vivre une nouvelle révolution, un peu comme la révolution industrielle. Ah, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, on va la vivre, mais en fait, on la vit déjà. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, j'ai quelques recommandations pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, c'est excessivement intéressant de lire le livre de Nassim Nicolas Taleb, Le Signe Noir, parce que ça permet d'apprendre la puissance de l'imprévisible et comment est-ce qu'on peut s'adapter et avoir des stratégies antifragiles qui font que
les nouvelles technologies vont venir renforcer nos stratégies plutôt que venir saper notre travail. Donc il y a vraiment, ça c'est on va dire la théorie globale sur la puissance du hasard, de ce qu'on ne peut pas prévoir. Et après, si jamais on s'intéresse aux différentes... les grandes révolutions qui sont passées et qu'on peut observer pour comprendre ce que ça va changer, on a l'excellent livre de Tristan Garcia qui est La vie intense, qui est sur la révolution de l'électricité, comment ça a changé notre mindset, le rapport entre les gens, notre rapport au travail, etc. Et l'autre livre excellent de Gerald Bronner, qui est sur l'apocalypse cognitive, comment toutes les nouvelles technologies, Internet, ont transformé notre façon de travailler, etc. Donc il y a ces deux livres vraiment qui sont excellents et qui vont traiter un petit peu de ces sujets. Il y a d'autres questions ? La limite de tout ça, c'est que quand plus de personnel aura de travail, potentiellement plus d'argent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si des métiers sont supprimés, d'autres sont créés. Il faut se dire qu'on est exactement... faut se dire que... La puissance du produit... Justement, c'est exactement les réflexions qu'ils avaient au début de la machine dans les champs. Quand il y avait 80% de la population... On peut se poser la question, parce qu'aujourd'hui on est en train, philosophiquement, de se poser la question si la destruction de la révolution industrielle, je peux prendre les Vosges par exemple, toutes les usines, et ainsi de suite, est-ce qu'on ne s'est pas planté finalement? Mais c'est surtout qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, mais ça... L'évolution est jonchée d'échecs nécessaires. Et surtout, les autres vont le faire. Oui, je sais pas. Mais la grande différence avec la révolution industrielle, c'est qu'aujourd'hui, on sait comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se baser sur ce que ça a produit. La révolution industrielle, elle a libéré le corps humain de la difficulté, de tout ça. Ouais. Et ce qui a... là où l'homme s'est réinventé là-dedans, c'est celui qui arrive à contrôler et savoir utiliser la machine. Tout à fait. Donc aujourd'hui, est-ce que finalement la solution de l'IA qui va nous faciliter la tâche, comme la révolution industrielle nous a emmené sur la Lune et peut-être bien sur Mars, l'IA va nous faciliter la tâche, mais qu'aujourd'hui, il faut apprendre à l'utiliser. Exactement. J'aimais bien votre idée de la machine, elle n'est pas dangereuse, c'est ceux qui la pilotent. Comme toujours. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment par là que ça va jouer, c'est-à-dire c'est encore l'homme qui a la main? Bien sûr. Ce qui va se passer, mais de toute façon, sur l'IA, c'est toujours l'homme qui a la main pour l'instant. La machine n'a pas dépassé. Si l'homme ne l'utilise pas, la machine est inerte. Voilà. En gros, ce qui permet à la machine de marcher, c'est que l'humain l'utilise. Et est-ce qu'on peut s'en émanciper en se coupant de tout ça? Il y a des personnes qui décident. Tu peux te couper, mais d'un point de vue social, tu vas te mettre à la porte. Mais est-ce que tu peux te mettre à la porte socialement? Aujourd'hui, on n'imagine pas ne pas travailler avec Internet. Exactement. Mais il y en a qui il y en a qui ne le font pas. Alors celui qui essaye de le faire... il est dans l'arzac, il a des chèvres, et tout va bien pour lui. Mais c'est une autre façon. Il a accepté de vivre d'une autre manière. C'est-à-dire que quand on refuse la société, on doit aller jusqu'au bout du refus de la société. Voilà. Pour de tempérer un peu cet optimiste ou pessimiste, l'impact environnemental... justement, j'allais venir en fait. Il est là, l'impact environnemental. À ma gauche. Ça fait 10 minutes que je suis en train d'essayer de prendre le micro, parce que je ne veux pas dire que j'ai un background ou plus de connaissances, mais j'ai une formation d'économiste, et là on parlait de la révolution industrielle, j'ai travaillé sur le climat, etc. Ce problème de théorie des jeux-là, c'est ce problème-là qui fait qu'on n'arrivera pas à résoudre le changement climatique. Aucun pays ne veut coopérer en fait. Le pays qui coopère, qui arrête le charbon, qui arrête de se priver du pétrole, il est mort dans une économie globalisée. Donc ce problème de théorie des jeux-là, il mobilise des chercheurs au GIEC, il mobilise des économistes, dont j'ai fait partie aussi, moi je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais c'est un problème de coopération. Donc on est vraiment sur le truc humain, et en fait l'IA, effectivement, c'est un choix de société. Madame parlait, est-ce qu'elle a des émotions, je pense que c'était peut-être de conscience qu'il faut peut-être aviser. Mais dites-vous quand même les spécialistes là, d'ailleurs l'effet de Daniel Kruger, on peut se l'appliquer à nous-mêmes, mais c'est-à-dire que même les spécialistes en IA qui travaillent chez Google et compagnie, eux, parfois l'IA va progresser, et ils n'arrivent pas à expliquer le progrès, comment l'intelligence artificielle a fait pour apprendre telle ou telle connaissance. On l'a fait avec les images tout à l'heure. Mais donc, tout ça pour dire qu'en fait on est quand même dans l'incertain, de la manière que ce soit pour le climat, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est énergivore. Après,
C'est un sujet très passionnant. Ouais, on va conclure. Du coup, on va conclure très rapidement. Fais-le rapide. Je le fais rapide ? Allez. Bon, je le fais rapide. En gros, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que les IA ne sont pas adoptées massivement par toutes les entreprises. Et en fait, c'est surtout que pour le moment, c'est beaucoup les sociétés qui travaillent dans la publicité ou qui veulent comprendre vos comportements d'acheteurs qui se sont intéressés aux IA. Ça va être tout le domaine de la tech et de la publicité, les ads. Néanmoins, on peut voir que toutes les autres entreprises sont en train de s'ouvrir aux IA et en fait, ça va être aux PME de se saisir de ces outils pour pouvoir créer leurs propres IA et pour pouvoir automatiser elles-mêmes leurs besoins. Ouais, leurs besoins, oui. Je t'embête 2 secondes. En fait, justement, par rapport à ce sujet, quand il y a eu l'Internet, après il y a eu les applications, on le matérialise. Et là, souvent, vous dites votre IA en local, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise que des IA autres que nôtres. Comment on peut le matérialiser? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une pléthore de petites IA qui sont inconnues, qui existent, et qui répondent à des dizaines de milliers de problématiques, et elles sont déjà sur le marché. Transition parfaite, merci. Du coup, nous, ce qu'on vous propose, et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé à 3, c'est-à-dire qu'à la base, Nils et moi, on travaille vraiment sur l'intelligence et sur le fonctionnement du cerveau, et on s'est associé avec Maxime en tant que consultant externe pour proposer un audit spécialisé sur les IA. Savoir qu'est-ce que vous aimeriez vous automatiser et quels sont les outils qui pourraient correspondre à vos problématiques. C'est pour ça qu'on intervient à 3 ce soir, et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait amener, et nous, on va faire partie de cette révolution et aider le plus d'entreprises possible à faire partie de cette révolution. Donc, on a imaginé un audit IA qui permet d'analyser les processus de travail que vous avez dans vos différentes entreprises et de pouvoir vous proposer les outils qui sont déjà existants. C'est pour ça que je reviens. Faire tourner des IA sur vos propres serveurs, ça va peut-être vous bouffer beaucoup, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Non. Par contre, il y a plein, mais il y a plein de milliers d'IA vraiment très innovantes qui peuvent améliorer votre qualité de travail quotidienne et surtout temporelle. C'est ça. Le gain de temps est juste incroyable. C'est ça, et assez phénoménal. Donc du coup, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser un audit où on regarde les processus qui sont optimisables ou qui sont améliorables. Ça peut être différentes choses. On propose des outils qui correspondent à vos problématiques, et surtout, on a la capacité de former vos équipes derrière dessus si vous désirez un accompagnement pour l'adoption sur le terrain concrètement. Parce que ça reste quand même ça, notre cœur de métier, c'est quand même la formation. Et c'est le terrain. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le programme de l'audit. Vous avez vraiment toutes les informations qui sont dans le programme. Et nous, on sera ravis d'échanger avec vous à ce sujet-là. Théoriquement, on a les réponses à peu près à toutes vos questions. Là, on va pouvoir conclure et puis aller se restaurer. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment après à venir nous parler. À venir nous parler, que ça soit de l'audit, que ça soit de l'IA. Voilà. Et encore une fois, un grand merci à Nancy Portier de nous avoir permis de traiter de ce sujet passionnant. Et puis voilà, n'hésitez pas à télécharger le programme si jamais vous êtes intéressé par l'audit qu'on propose. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Alors, on a jusqu'à 21h15 pour se restaurer au buffet derrière. On peut échanger entre nous, si vous ne connaissez pas. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez donc visiter après la rotative de l'Est républicain, celle qui fait 18 millions d'euros, je crois, immense. Pour ceux qui n'ont jamais visité l'Est républicain, on ira voir les rotatives à partir de 21h15. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, je vais vous accompagner si vous le souhaitez. Oui.